Il y a quelques mois, un film d'animation japonaise est devenu le plus gros film d'animation japonaise de toute l'histoire du cinéma. Pas de l'année, de l'histoire. Le Château de l'Infini a écrasé tous les records sur son passage, y compris celui que la même saga détenait déjà avec le Train de l'Infini, et il vient tout juste d'arriver en streaming, ce qui veut dire qu'en ce moment même, des millions de personnes sont en train de le découvrir ou de le revoir. Mais voilà le problème, le Château de l'Infini, ce n'est pas un début, c'est un sommet. C'est l'aboutissement de 4 saisons et d'un film, des années d'histoire, des dizaines de personnages, un monde entier de règles, de sabres et de monstres. Et si tu débarques dedans sans le contexte, tu vois de très belles images sans ressentir le dixième de ce que la salle ressent. Alors ce soir, on répare ça. On reprend toute l'histoire de Demon Slayer depuis la première seconde. Le vendeur de charbon, la nuit de neige, la petite sœur aux morceaux de bambou, les sabres qui changent de couleur, les piliers, les 12 lunes démoniaques, et le monstre de 1000 ans qui se cache derrière tout ça. Tout ce qui mène aux portes du château. Et à la fin, avec un gros avertissement avant, on entrera dans le château lui-même. Installe-toi, on ouvre la boîte. D'abord, il faut planter le décor, parce que Demon Slayer ne se passe pas dans un Japon de fantasy hors du temps. On est à l'ère Taisho, au tout début du XXe siècle, un Japon fascinant parce qu'il est exactement entre deux mondes. Les trains à vapeur et les lampes électriques arrivent dans les villes, mais les montagnes, elles, vivent encore comme il y a 3 siècles, avec leurs villages isolés, leurs sanctuaires, leurs légendes. Et dans ce Japon-là, les légendes disent vrai. La nuit, des démons rôdent. Des créatures qui ont été humaines autrefois, transformées en prédateurs surpuissants qui se nourrissent de chair humaine, qui régénèrent n'importe quelle blessure en quelques secondes, qui ne vieillissent pas, ne tombent jamais malades et deviennent plus forts à mesure qu'ils dévorent. Ils n'ont que 2 faiblesses, le soleil, qui les réduit en cendres, et une certaine catégorie de sabres. Parce que face aux démons, dans l'ombre, une organisation existe. L'armée des pourfendeurs de démons. Pas une armée officielle. Le gouvernement ne reconnaît même pas son existence. Des centaines de sabreurs en uniforme noir, équipés de lames très spéciales, les sabres du soleil, forgés dans un acier qui a absorbé la lumière solaire, la seule chose au monde, avec l'aube, capable de tuer définitivement un démon, à condition de trancher net la nuque. Ces sabres ont une particularité devenue iconique. Au premier contact avec leur propriétaire, ils prennent une couleur unique, liée à sa nature profonde. Et pour se battre à hauteur de monstres, les pourfendeurs utilisent des techniques de respiration, des méthodes de souffle qui poussent le corps humain au-delà de ses limites. La respiration de l'eau, de la flamme, du tonnerre, du vent, chacune avec ses formes, ses mouvements, son style. Au sommet de cette armée, 9 combattants d'élite, les meilleurs sabreurs de leur génération, chacun maître absolu d'un style de respiration. On les appelle les piliers. Retiens ce mot, c'est autour d'eux que toute la fin de l'histoire va se jouer. Et au sommet des démons, il y a autre chose. Quelque chose dont on te parlera plus tard, parce que l'histoire elle-même met du temps à oser prononcer son nom. Maintenant que le décor est posé, la neige peut tomber. Notre histoire commence dans la montagne, avec une famille de vendeurs de charbon. Les Kamado. Une mère veuve, 6 enfants, une petite maison en haut d'une pente, une vie pauvre et rude, mais profondément heureuse. L'aîné s'appelle Tanjiro. 13-14 ans, un gamin d'une gentillesse presque anormale, travailleur, souriant, avec 2 particularités héritées de son père disparu. Des boucles d'oreilles ornées d'un soleil levant, transmises dans la famille depuis des générations, et un odorat surnaturel, capable de sentir les émotions, les mensonges, le danger. Un matin d'hiver, Tanjiro descend en ville vendre son charbon. La journée s'étire, un vieil homme du village lui offre l'hospitalité pour la nuit en lui déconseillant de remonter dans le noir, à cause des démons, dit-il. Et Tanjiro sourit poliment comme on sourit aux superstitions des anciens. Le lendemain, il remonte le sentier dans la neige fraîche. Et à mesure qu'il approche de la maison, son odorat lui hurle quelque chose que son cerveau refuse de comprendre. L'odeur du sang. Partout. Sa famille entière a été massacrée dans la nuit. Sa mère, ses petits frères, sa petite sœur cadette. Tous. Il ne reste qu'un seul corps encore tiède. Nezuko, sa sœur la plus proche. Tanjiro la charge sur son dos et dévale la montagne dans la neige en courant vers le médecin le plus proche, en la suppliant de tenir bon. Et à mi-pente, le corps qu'il porte se met à bouger. Nezuko est vivante. Mais quand elle ouvre les yeux, ce ne sont plus les siens. Le sang du monstre qui a attaqué la maison a coulé dans ses blessures, et ce sang transforme. Nezuko est devenue un démon. Elle se jette sur son propre frère, croc en avant, pupille de bête, la faim de chair humaine à la place des souvenirs. Et Tanjiro, en larmes,
la retient à main nue dans la neige en lui criant de revenir, de se souvenir, de rester sa sœur. C'est ce moment précis que choisit le destin pour envoyer un sabreur. Un jeune homme au Aori mi-uni mi-géométrique surgit de la forêt, l'âme dégainée. Giyu Tomioka, pilier de l'eau, dépêché dans la région précisément pour traquer le démon qui a fait ça. Et ce qu'il voit est une évidence professionnelle. Un démon fraîchement né, penché sur un survivant. Le protocole tient en un geste, trancher la nuque. Ce qui suit est la scène fondatrice de toute la série, celle qui a fait basculer des millions de spectateurs. Tanjiro s'interpose. Il supplie, à genoux, front dans la neige, qu'on épargne sa sœur. Et Giyu, glacial, lui répond par l'une des répliques les plus célèbres de l'animation moderne. Ne t'agenouille jamais devant quelqu'un pour implorer sa pitié, parce que les faibles n'ont aucun droit, aucun choix, et que leur seul destin est d'être broyés. Si tu veux la sauver, bats-toi. Tanjiro attaque, avec une hachette et le désespoir, et se fait balayer. Mais pendant le combat, quelque chose d'impossible se produit. Nezuko, démon affamée depuis quelques heures à peine, s'interpose entre le sabreur et son frère. Elle protège un humain. Giyu regarde cette aberration, un démon qui défend sa proie, un gamin qui a tenté une feinte digne d'un vétéran pour sauver sa sœur. Et pour la première fois de sa carrière, le pilier de l'eau range son sabre. Il donne à Tanjiro une adresse, un nom, un vieil homme au pied du mont Sagiri, et il disparaît en portant lui-même, sans un mot, les corps de la famille pour les enterrer. Retient Giyu Tomioka, l'homme qui a désobéi au règlement le premier jour. L'histoire le lui rendra. Le vieil homme du mont Sagiri s'appelle Sakonji Urokodaki, et il porte en permanence un masque de Tengu rouge. C'est un ancien pilier de l'eau à la retraite, devenu formateur, et il accepte de prendre Tanjiro comme élève après l'avoir testé, non sans lui poser la question qui va structurer toute la série. Que feras-tu si ta sœur dévore un humain ? Tanjiro n'a pas de réponse assez dure, alors Urokodaki la lui donne. Dans ce cas, tu tueras ta sœur, et tu te feras seppuku. Voilà le contrat. Bienvenue chez les pourfendeurs. Pendant ce temps, Nezuko fait quelque chose qu'aucun démon n'a jamais fait. Au lieu de manger des humains, elle dort. Des journées entières, des semaines. Son corps a trouvé tout seul un moyen de remplacer la chair humaine par le sommeil, et Urokodaki, pour maximiser les chances, lui implante par suggestion hypnotique une idée simple pendant qu'elle dort. Les humains sont ta famille, les démons sont tes ennemis. Elle se réveillera transformée, muette ou presque, un morceau de bambou entre les dents en guise de muselière volontaire, rapetissant à volonté pour dormir dans une boîte en bois que Tanjiro portera sur son dos pendant toute la série. La sœur démon voyageant à l'ombre pendant que le frère marche au soleil. L'image la plus célèbre de la saga. L'entraînement, lui, dure 2 ans. Descente de montagnes piégées, air raréfié, des milliers de coups de sabre, et l'apprentissage de la respiration de l'eau et de ses formes. Puis un jour, Urokodaki annonce qu'il n'a plus rien à enseigner, et pose l'épreuve finale. Trancher un rocher énorme, plus grand que Tanjiro lui-même. 6 mois d'échec. Et alors qu'il touche le fond, 2 enfants masqués surgissent de nulle part. Sabito, un garçon au masque de renard d'une dureté impitoyable, qui le corrige au sabre de bois jour après jour, et Makomo, une fille douce qui corrige ses gestes un par un. Le jour où Tanjiro parvient enfin à vaincre Sabito, sa lame tranche le masque, et dans le même mouvement, le rocher. Et là, révélation glaçante. Sabito et Makomo étaient des fantômes. D'anciens élèves d'Urokodaki, morts des années plus tôt à la sélection finale, tués par un démon bien précis et qui aident depuis l'au-delà les élèves de leur maître à survivre là où eux sont tombés. La sélection finale, parlons-en, parce que le concept est d'une brutalité magnifique. Pour intégrer l'armée des pourfendeurs, il faut survivre 7 jours sur une montagne remplie de démons capturés, sans aide, sans secours. Le premier soir, Tanjiro croise l'explication des fantômes. Un démon difforme, énorme, couvert de mains, qui reconnaît le masque de renard et se vante d'avoir dévoré des générations entières d'élèves d'Urokodaki, dont Sabito et Makomo, des dizaines de victimes au fil des décennies. Tanjiro l'affronte et pour la première fois, on voit ce que 2 ans de formation ont produit. Il tranche la nuque du démon aux mains, venge les fantômes qui l'ont entraîné et, détail qui définit tout le personnage, tient la main du monstre pendant qu'il se désagrège en priant pour l'homme qu'il a été avant. C'est la signature de Tanjiro et l'ADN de la série entière. Les démons sont des victimes devenues bourreaux et ce gamin est le seul à pleurer les 2. 7 jours plus tard, Tanjiro sort vivant de la montagne, choisit son minerai et reçoit quelques semaines après son sabre.
Au passage, 2 mots sur la maison qu'il vient d'intégrer, parce que ces rituels font le charme de la série. Chaque pourfendeur reçoit un corbeau Kasugai, un oiseau de liaison dressé qui hurle les ordres de mission d'une voix insupportable. Et le fait que celui de Zenitsu soit un moineau minuscule dit tout de la considération de l'univers pour Zenitsu. L'armée est organisée en 10 rangs, du tout dernier, Mizunoto, jusqu'au premier, Kinoe, juste sous les piliers. Et la progression ne se fait qu'au mérite sanglant, mission après mission. Les uniformes sont taillés dans une fibre spéciale qui résiste aux griffes, les salaires montent avec les rangs, et l'espérance de vie moyenne d'une recrue est un sujet que l'organisation évite poliment d'afficher. La lame de Tanjiro prend une couleur qu'aucun forgeron n'aime voir, le noir. La couleur la plus rare et la plus mal comprise, celle dont on dit en plaisantant à moitié que ses porteurs meurent jeunes. Avec le sabre vient un corbeau de liaison, le moyen de communication de l'armée, et la première mission tombe. Les premières chasses s'enchaînent, et on te les résume au pas de course parce que l'essentiel est ailleurs. Un démon des marais qui enlève des jeunes filles, expédié. Puis une mission en ville qui change tout, parce que Tanjiro y croise pour la première fois l'odeur la plus abominable qu'il ait jamais sentie. Et le propriétaire de cette odeur est un homme élégant en costume occidental, chapeau, canne, qui se promène tranquillement dans la foule avec une femme et une enfant à son bras. Muzan Kibutsuji. Retiens ce nom, on lui consacre un chapitre entier dans quelques minutes. C'est le monstre qui a massacré la famille Kamado et accessoirement le premier démon de l'histoire, l'ancêtre de tous les autres, vivant caché parmi les humains. Tanjiro le reconnaît à l'odeur du sang de sa famille, l'interpelle en pleine rue, et Muzan, pour toute réponse, égratigne un passant au hasard, le transformant en démon enragé au milieu de la foule, et disparaît pendant que Tanjiro gère le chaos. Première rencontre, l'apprenti sabreur ne peut littéralement rien faire d'autre que regarder le responsable de tout s'éloigner en donnant la main à une petite fille. La série vient de planter son objectif final à l'horizon, et elle prendra des années à l'atteindre. C'est dans cette période que Tanjiro ramasse, et le mot est choisi, les 2 compagnons qui vont former le trio le plus célèbre de l'anime moderne. Le premier s'appelle Zenitsu Agatsuma, et c'est le personnage le plus clivant et le plus génial de la série. Un garçon blond, pourfendeur diplômé de la même sélection que Tanjiro, qui passe 95% de son temps à pleurer, hurler de terreur, fuir les combats et demander des filles en mariage. Un lâche assumé, insupportable, bruyant. Sauf que, quand la terreur dépasse un certain seuil, Zenitsu s'évanouit debout. Et c'est là que l'autre Zenitsu prend les commandes. Endormi, il devient un sabreur d'une pureté effrayante. Maître d'une seule et unique technique, la première forme de la respiration de la foudre, l'éclair en un pas, qu'il a poli des dizaines de milliers de fois faute de savoir apprendre les autres. Un homme qui ne connaît qu'un seul coup, mais qui le connaît mieux que quiconque au monde. Son histoire tient en 2 images. Un orphelin criblé de dettes, racheté par un vieil homme à la jambe de bois, un ancien pilier de la foudre à la retraite, Jigoro, le seul adulte à avoir jamais cru en lui, qui l'a entraîné sans jamais renoncer malgré les fuites et les crises de larmes. Et un arbre. Le jour où Zenitsu, à bout, a tenté d'échapper à l'entraînement en grimpant se cacher, la foudre est tombée sur son arbre, l'a laissé pour mort, a brûlé ses cheveux en blond, et le garçon en est ressorti avec ce corps qui n'écoute que le tonnerre. Sa première démonstration, endormi, contre un démon dans une maison hantée, pendant qu'éveillé il sanglotait 10 secondes plus tôt, est un des moments cultes de la première saison. Le second s'appelle Inosuke Ashibira, et lui, c'est un problème d'une autre nature. Un garçon élevé littéralement par les sangliers dans la montagne, torse nu en toute saison, une tête de sanglier en guise de masque, 2 sabres ébréchés volontairement en dents de scie, et une seule passion dans l'existence. Se battre contre tout ce qui bouge, de préférence en fonçant dedans. Le langage, il l'a appris en écoutant de loin un vieil homme du village lire à voix haute. Son nom, il l'a lu sur le pagne qu'il portait bébé, et la sélection finale, il l'a passé sans y être inscrit, en volant un sabre à un candidat croisé sur le chemin, parce que la montagne aux démons avait l'air d'un endroit amusant. Il a inventé son propre style tout seul dans la forêt, la respiration de la bête, et il déboule dans l'histoire en défonçant le mur d'une maison où Tanjiro combattait un démon pour réclamer le monstre pour lui. Le trio est né. Le gentil au sabre noir, le pleurnicheur foudroyant, l'homme sanglier. Sur le papier, une équipe de bras cassés. À l'écran, une alchimie comique et guerrière qui porte la moitié du succès mondial de la série. Et le trio fraîchement formé est envoyé exactement là où il ne faut pas aller. La montagne Natagumo, la montagne aux araignées. Des dizaines de pourfendeurs y ont disparu, et ce que le trio découvre sur place est un cauchemar d'une inventivité folle. Une famille de démons araignées, père, mère, frère, sœur, qui rejoue la parodie d'une famille humaine au sommet de la montagne, et dont les fils de soie contrôlent comme des marionnettes les cadavres des pourfendeurs tombés, obligeant les vivants à combattre les corps de leurs camarades.
Au centre de cette toile, un enfant démon à l'apparence fragile, Rui. Et sur son œil gauche, quelque chose que Tanjiro n'a jamais vu, un chiffre gravé dans l'iris, lune inférieure 5. C'est ici que la série dévoile sa hiérarchie du mal. Les 12 lunes démoniaques, les 12 démons d'élite choisis par Muzan en personne et nourris de son propre sang, 6 lunes inférieures, 6 lunes supérieures, classées par puissance. Rui, tout en bas de ce classement, est déjà un monstre d'un niveau que rien dans la série n'avait approché. Ses fils tranchent l'acier, et sa véritable obsession donne son thème à tout l'arc. Rui, mort enfant, a oublié ce qu'était l'amour familial, alors il le contrefait, recrutant des démons qu'il force sous la torture à jouer les rôles de père, de mère, de grande sœur. Une famille de théâtre, terrorisée, face à un garçon qui porte la sienne sur son dos. Le combat final de la montagne est le moment qui a transformé Demon Slayer de bon animé en phénomène mondial, et il tient en un épisode devenu légendaire, le 19e. Tanjiro affronte Rui, se fait dominer, son sabre ne passe pas les fils. Nezuko sort de sa boîte pour le protéger, se fait crucifier en l'air par la soupe. Et au bord de la mort, entre le frère à terre et la sœur suspendue, 2 souvenirs remontent. La danse rituelle que le père Kamado exécutait chaque nouvel an face au feu, du soir jusqu'à l'aube, la danse du dieu du feu. Et ces mots, la respiration qui va avec. Tanjiro abandonne la respiration de l'eau et lance une technique que personne ne lui a jamais enseignée, l'héritage caché de sa propre famille, pendant que Nezuko, dans le même instant, révèle un pouvoir démoniaque de sang explosif. Le duo frère-sœur, flamme et sang mêlés, tranche les fils et la nuque. La scène, portée par une animation d'ufotable devenue référence absolue et une musique qui a fait pleurer la planète, est très exactement le moment où des millions de gens sont devenus fans. Et puis la série s'offre une douche froide magistrale. La tête de Rui roule, Tanjiro s'effondre de soulagement, et le corps se relève. La nuque n'a pas été tranchée par l'attaque. Rui, sentant le danger au dernier instant, s'était décapité lui-même avec ses propres fils pour esquiver le coup fatal, la parade la plus dérangeante du bestiaire. L'attaque miracle du frère et de la sœur a échoué. Rui est intact, furieux, et Tanjiro n'a plus rien. C'est le moment que choisit Giyu Tomioka pour entrer en scène, et pour montrer, en 2 secondes, ce que signifie le mot pilier. Face au fil capable de découper l'acier, le pilier de l'eau dégaine une forme que lui seul au monde connaît, la 11e forme, celle qu'il a inventée, le calme plat, une absence totale de mouvement qui annule toute attaque, et la nuque de Rui quitte ses épaules avant même qu'on ait vu le sabre bouger. L'écart entre les élèves et l'élite vient d'être établi d'un seul geste. Rui, décapité pour de bon, meurt dans les bras d'un souvenir. Lui aussi avait des parents. Lui aussi les a perdus par sa faute. Et Tanjiro, encore lui, accompagne de sa compassion le pire monstre qu'il ait affronté. Sauf que la montagne n'est pas vide. 2 piliers arrivent en renfort. Giyu Tomioka, notre homme du premier jour, et une nouvelle venue, Shinobu Kocho, pilier de l'insecte, souriante en permanence, adorable de politesse, et probablement le personnage le plus inquiétant du casting. Trop faible physiquement pour trancher une nuque, elle a inventé un style entier autour de l'estoc et des poisons de glycine mortels pour les démons, qu'elle injecte en souriant et en s'excusant. Et Shinobu découvre Nezuko. Un démon, dans une boîte, protégé par un pourfendeur. Le règlement est sans ambiguïté, et cette fois Giyu ne peut pas faire semblant de ne rien voir. Il choisit son camp, protège physiquement la boîte, et le trio est arrêté et traîné au quartier général pour ce qui est peut-être le meilleur épisode non-combat de la série, le procès de Tanjiro et Nezuko devant les 9 piliers au complet. Fais le tour de table, parce que ce casting va porter toute la fin de la saga. Giyu Tomioka, l'eau, le taiseux du premier jour. Shinobu Kocho, l'insecte, le sourire au poison. Kyojuro Rengoku, la flamme, qui vote la mort avec un enthousiasme solaire. Retiens-le bien, celui-là. Tengen Uzui, le son, le colosse à bijoux qui réclame de la flamboyance. Muichiro Tokito, la brume, 14 ans, qui regarde les nuages pendant l'audience. Mitsuri Kanroji, l'amour, qui chuchote qu'elle trouve tout ça trop cruel. Obanai Iguro, le serpent, bouche bandée et reptile blanc autour du cou, le plus venimeux en paroles. Gyomei Imejima, la pierre, une montagne aveugle en larmes qui égrène son chapelet en plaignant l'enfant, tout en proposant calmement de l'exécuter. Et Sanemi Shinazugawa, le vent, couturé de cicatrices, pour qui la seule bonne démone est une démone morte.
9 monstres sacrés, 9 caractères impossibles. La majorité vote la mort immédiate de la démone et la punition du porteur. Un pilier au sang chaud, Sanemi Shinazugawa, pilier du vent, couturé de cicatrices et haïsseur professionnel de démons, va jusqu'à se taillader le bras et agiter son propre sang devant la boîte ouverte, du sang de qualité rare qui rend les démons fous, pour prouver devant témoins que la créature finira par mordre. Et Nezuko, affamé, blessé, tenté au-delà de tout ce qu'un démon peut endurer, détourne la tête, devant 9 piliers. Le silence qui suit vaut tous les plaidoyers. C'est le maître de l'armée en personne qui tranche, et il faut le présenter. Kagaya Ubuyashiki, le patriarche, que tous les piliers vénèrent comme un père. Un homme jeune, aveugle, le haut du visage rongé par une maladie incurable qui frappe sa lignée depuis des générations, la voix la plus apaisante du Japon, et une information que la série lâche ici. La famille Ubuyashiki dirige la chasse aux démons depuis 1000 ans, parce qu'elle porte une culpabilité très particulière dont on reparlera. Ubuyashiki valide l'exception. Tanjiro et Nezuko sont sous sa protection, à une condition tacite, prouver leur valeur. L'affaire est close, et le trio part en convalescence au domaine des papillons, le domaine de Shinobu, où l'on rencontre Kanao Tsuyuri, sa protégée, et son histoire mérite 30 secondes parce qu'elle reviendra dans le château. Une enfant vendue par ses parents, si maltraitée qu'elle a coupé le lien avec ses propres émotions pour survivre, rachetée sur la route du marché par les sœurs Kocho, est devenue une sabreuse d'élite au problème unique, incapable de décider quoi que ce soit par elle-même, elle tire à pile ou face ses propres choix avec une pièce que Shinobu lui a offerte. Kanao ne parle presque pas, exécute et lance sa pièce. Jusqu'au jour du départ, où Tanjiro, qui a passé la convalescence à lui dire bonjour dans le vide, lui emprunte sa pièce, la lance et lui annonce le résultat. Face, donc à partir de maintenant, Kanao écoutera la petite voix dans son cœur. Elle demande ce qu'il aurait fait si la pièce était tombée de l'autre côté. Il sourit. Il aurait relancé, jusqu'à ce que ça tombe du bon côté. C'est la scène la plus simple de la série et l'une des plus aimées. Quant à la rééducation elle-même, elle transforme le trio. Exercice de réflexe contre les filles du domaine, étirement de torture, et surtout l'apprentissage du souffle total constant. Respirer comme en combat à chaque seconde de la journée et même en dormant, la technique qui sépare définitivement les soldats de l'élite, et les 3 garçons repartent avec un niveau qu'ils n'auraient jamais atteint sans la montagne aux araignées. Et pendant qu'ils récupèrent, prenons le temps nous aussi, parce qu'il est l'heure de parler du grand méchant, et c'est un morceau. Muzan Kibutsuji est le premier démon de l'histoire, et son origine remonte à 1000 ans, à l'ère Heian. Un jeune aristocrate mourant, condamné par la maladie, qu'un médecin tenta de sauver avec un remède expérimental à base d'une fleur introuvable, le lys araignée bleu. Le patient tua le médecin en croyant le traitement inefficace, avant de découvrir l'ironie fondatrice de toute la saga. Le remède fonctionnait. Il fit de lui un être immortel, régénérant, surpuissant, avec 2 factures, la chair humaine pour carburant et le soleil pour bourreau. Muzan a passé les 1000 ans suivants avec un seul objectif, vaincre sa dernière faiblesse, devenir l'être parfait qui marche en plein jour en cherchant 2 pistes, retrouver le lys araignée bleu ou produire, en transformant des humains en démons par milliers, une mutation capable de vaincre le soleil. Voilà la vérité nue de l'univers de Demon Slayer, et elle est d'une noirceur assez vertigineuse. Chaque démon de la série, chaque tragédie, chaque village massacré, tout n'est que le programme de recherche et développement d'un seul hypocondriaque de 1000 ans. Et le détail qui rend le personnage inoubliable, c'est sa médiocrité morale assumée. Muzan n'a ni philosophie, ni grandeur, ni code. Il change de visage et de vie comme de chemise, homme d'affaires élégant un soir, femme le lendemain, enfant le surlendemain. Il exécute ses propres subordonnés pour un mot de travers. La série a fait un choix radical avec lui. Le mal final n'est pas un dieu tragique, c'est un parasite qui veut juste ne pas mourir. Et toute la grandeur est laissée à ceux qui lui résistent. Une dernière pièce de l'or, et c'est la plus belle de toutes. Si Muzan, être le plus puissant du monde, se cache depuis des siècles au lieu de régner, c'est qu'il a peur. Il y a plusieurs siècles, à l'ère Sengoku, un homme a failli le tuer. Un seul. Un sabreur au visage marqué d'une tache de naissance flamboyante, considéré comme le génie absolu de l'histoire des pourfendeurs, le créateur originel de toutes les respirations, Yorichi Tsugikuni. Sa technique à lui, la source dont l'eau, la flamme, le vent ne sont que des dérivés affaiblis, s'appelait la respiration du soleil. Yorichi a acculé Muzan une nuit et l'a tailladé en morceaux, à un cheveu de l'achever. Et Muzan n'a survécu qu'en déchiquetant son propre corps en milliers de fragments pour fuir. Depuis, le premier démon a passé des siècles à faire méthodiquement effacer la respiration du soleil de la surface de la Terre, traquant ses pratiquants, brûlant sa mémoire.
Il en reste une trace, une seule, camouflée en tradition folklorique. Une danse rituelle au coin du feu, transmise de père en fils dans une famille de vendeurs de charbon, avec des boucles d'oreilles ornées d'un soleil levant. La danse du dieu du feu. Celle que le père Kamado dansait chaque nouvel an. Celle que Tanjiro a utilisée sur la montagne aux araignées. Autrement dit, la nuit où Muzan a massacré une famille de charbonniers anonymes dans la montagne, il ne le savait pas encore, mais il venait de réveiller la seule lignée au monde qui porte la mémoire de la technique qui a failli le tuer. Le monstre a fabriqué son propre bourreau. Et ces boucles d'oreilles, quand Muzan les a aperçues en ville sur un apprenti sabreur, lui ont fait faire la seule chose qu'il fait bien, paniquer et envoyer ses tueurs. Ce qui nous amène au train de l'infini, et il faut marquer un temps d'arrêt, parce qu'on ne présente pas cet arc comme les autres. Le film Demon Slayer, le train de l'infini, est sorti en pleine pandémie, dans un Japon au cinéma à moitié restreint, et il est devenu le plus gros succès de toute l'histoire du box-office japonais, tout film confondu, animation ou pas, détrônant des monuments installés depuis des décennies. Un record qui tiendra jusqu'à ce que, des années plus tard, un autre film Demon Slayer le batte. La saga ne se dépasse qu'elle-même. Voilà pour la légende. Maintenant, l'histoire. 40 personnes ont disparu à bord d'un train de nuit. Plusieurs pourfendeurs envoyés en éclaireur n'en sont jamais revenus. Et le trio embarque en renfort d'un pilier déjà sur place. Et quel pilier! Kyojuro Rengoku, pilier de la flamme, crinière jaune et rouge, yeux flamboyants, voix de stentor. Un homme qui dit bonjour comme on sonne la charge et qui enchaîne les bento en criant que c'est délicieux. Sous le commis du personnage, un roc, fils d'une lignée de piliers de la flamme, élevé par une mère mourante sur un principe unique, les forts sont nés pour protéger les faibles, et par un père effondré dans l'alcool qui ne croyait plus en rien. Rengoku est la crème de l'armée, puissant, joyeux, simple, incorruptible. Le public a eu un film entier pour l'adorer, c'était le piège. Le démon du train s'appelle Enmu, lune inférieure 1, et son pouvoir est le plus vicieux de la série, le sommeil et les rêves. Avant même le premier affrontement, tout le monde dort déjà. Enmu a endormi les 200 passagers et les 4 pourfendeurs, et il offre à chacun le rêve dont il ne voudra jamais sortir. Tanjiro rêve que sa famille est vivante, qu'il rentre à la maison, que le massacre n'était qu'un cauchemar. Zenitsu rêve de Nezuko. Inosuke rêve qu'il est le chef d'une expédition d'exploration. Et Rengoku rêve, sobrement, d'un souvenir. Sa mère, Ruka, mourante, qui le fait venir à son chevet, enfant, et lui pose la question qui a fabriqué l'homme. « Sais-tu pourquoi tu es né plus fort que les autres ? Pour protéger les faibles. Ceux qui sont nés avec plus de force ont le devoir de la mettre au service de ceux qui en ont moins. » Puis elle lui dit qu'elle est heureuse d'avoir mis au monde un enfant si fort et si doux, et elle s'éteint. Voilà ce que le pilier de la flamme garde dans son sommeil. Pas une gloire, pas un combat, un devoir reçu au chevet d'une mourante. Garde cette scène, elle revient à la toute fin du film. Pire, Enmu a embarqué des complices humains, des insomniaques désespérés à qui il a promis un sommeil éternel heureux, chargés de pénétrer dans les rêves des pourfendeurs endormis pour y détruire leur noyau spirituel et les lobotomiser de l'intérieur. La séquence où l'envahisseur pénètre dans le rêve de Tanjiro et découvre son monde intérieur. Un paysage infini, chaud et lumineux jusqu'à l'horizon, et fond en larmes, étant des grands moments silencieux de la saga. Tanjiro finit par comprendre le piège, et la méthode pour s'en évader est glaçante. Se trancher la gorge dans le rêve pour se réveiller. Sauf que le rêve recommence, encore et encore, et qu'il faut à chaque fois retrouver le courage de tourner le dos à sa famille ressuscitée qui vous supplie de rester, et de se tuer pour se réveiller. La mère, les frères, la petite sœur, qui courent derrière lui dans le rêve en lui demandant pourquoi il les abandonne. Tanjiro pleure, s'excuse, et se tranche la gorge, plusieurs fois. Le film a masqué sous ses records de box-office une des idées les plus cruelles jamais écrites dans un animé grand public. Le réveil sonne l'assaut, et la révélation du plan d'Enmu fait passer le film dans une autre dimension. Le démon ne se cache pas dans le train. Le démon est le train. Enmu a fusionné avec la locomotive et les 8 wagons, 200 passagers endormis dans le ventre d'un monstre lancé à pleine vitesse. Le combat devient une course totale. Rengoku vole de wagon en wagon pour protéger les civils. Zenitsu endormi et Inosuke défendent les zones critiques. Nezuko brûle les chairs du train qui tentent de digérer les passagers. Et Tanjiro part trancher la seule nuque disponible, l'os du cou de la locomotive elle-même, qu'Inosuke localise à l'instinct. La décapitation du train fait dérailler l'ensemble dans un chaos d'acier. Tout le monde survit. Enmu se désagrège en maudissant sa malchance. Victoire. 0 mort. Le film pourrait s'arrêter là. Il reste 20 minutes. Et dans la fumée du déraillement, à l'aube naissante, quelqu'un arrive. Une silhouette compacte, cheveux roses et yeux mordorés, tombée du ciel comme une météorite. Akaza. Lune supérieure 3. Et l'écart de niveau explose à l'écran en 1 seconde. Ce qui vient de mettre le trio au bord de la mort pendant tout un film était une lune inférieure, le bas du panier de l'élite. Voici le podium. Akaza ignore les blessés au sol, les faibles ne l'intéressent pas, et se dirige droit vers la seule chose digne d'intérêt sur le site, Rengoku.
Ce qui suit est l'un des duels les plus célèbres de l'animation moderne, et il est construit sur un dialogue en plein combat d'une perversité géniale. Akaza, en frappant, ne cesse de complimenter Rengoku. Il admire sincèrement sa force, son esprit affûté, sa flamme. Alors il lui offre, entre deux échanges de coups qui pulvérisent le paysage, la seule chose qu'un démon puisse offrir. Deviens un démon, Kyojuro. Rejoins-nous. Ta force ne déclinera jamais, tes blessures guériront, tu t'entraîneras pour l'éternité. Parce que c'est ça, l'obsession d'Akaza, la force pure, le combat sans fin, et le mépris viscéral de la faiblesse humaine, de la vieillesse, de la mort. Et Rengoku, transpercé, os brisé, répond avec le sourire par le credo de sa mère. Vieillir et mourir, c'est ce qui donne sa beauté à la vie humaine. La force n'est pas faite pour dominer les faibles, mais pour les protéger. Le combat reprend, somptueux, désespéré, et au moment où le soleil pointe, Akaza porte le coup. Son poing traverse la poitrine du pilier. Et Rengoku, embroché, saisit la lame de son propre sabre à deux mains et serre, bloquant le démon sur place, à quelques minutes de l'aube, prêt à mourir en emportant une lune supérieure dans la lumière. Akaza s'arrache littéralement de lui-même et s'enfuit en courant vers la forêt, et Tanjiro, cloué au sol par ses blessures, lui hurle la réplique restée culte. « Ne t'enfuis pas, espèce de lâche, c'est toi qui as perdu, Rengoku a gagné. » Le pilier de la flamme meurt au lever du jour, en souriant, après avoir confié ses dernières volontés à Tanjiro, et elles disent tout de l'homme. Pour son petit frère Senjuro, qu'il suive son cœur et qu'il vive fier, quel que soit son chemin. Pour son père, l'ancien pilier effondré dans l'alcool qui lui répétait qu'il ne valait rien, un simple message, qu'il prenne soin de lui, pas un reproche. Et pour Tanjiro, la validation que le garçon attendait sans le savoir. Il croit en lui, il croit en Nezuko, qu'ils deviennent les lames qui protégeront ce pays. Puis il vérifie une dernière fois que pas un seul passager n'est mort sous sa garde, et voit, dans son dernier souffle, le visage de sa mère lui dire qu'elle est fière de lui. 200 personnes sauvées, 0 civil perdu, un pilier échangé contre rien. Le premier vrai deuil de la série, et le Japon entier a pleuré en salle. L'héritage de Rengoku, ses mots, son credo, sa flamme, va irriguer tout le reste de l'histoire, et son assassin aux cheveux roses a désormais un rendez-vous inscrit dans le grand livre des contes. Retiens Akaza. On le retrouve tout à la fin, dans le château, et ce jour-là, l'addition sera présentée. Le temps passe, les missions s'enchaînent, et le trio, marqué à vie par le train, reçoit une nouvelle affectation avec un nouveau pilier, et changement d'ambiance radical. Après le samouraï solaire, place à la rockstar. Tengen Uzui, pilier du son, un colosse couvert de bijoux, ancien shinobi renégat, marié à 3 femmes ninja à la fois et dont chaque phrase contient le mot flamboyant. Sa mission ? Le quartier des plaisirs de Yoshiwara, le quartier rouge de Tokyo, où ses 3 épouses, infiltrées comme courtisanes dans 3 maisons différentes, ont cessé de donner signe de vie. Un démon règne sur le quartier, caché depuis des décennies parmi les plus belles femmes du Japon. Le plan d'infiltration de Tengen est l'un des sommets comiques de la série. Déguiser Tanjiro, Zenitsu et Inosuke en filles et les vendre comme servantes aux 3 maisons. Le résultat est exactement aussi catastrophique que tu l'imagines, avec une exception savoureuse. Inosuke, sous le maquillage et avec son visage étonnamment fin, passe crème. Le démon du quartier s'appelle Daki, une Oiran d'une beauté vénéneuse, lune supérieure 6, dont les ceintures de tissu vivantes serpentent la nuit sous la ville pour stocker les humains dévorés. Zenitsu disparaît, avalé par une ceinture. La bataille s'engage et à mi-combat, la série sort son as. Tanjiro tranche la nuque de Daki et rien ne se passe. Elle rit. Parce que Daki n'est que la moitié du monstre. De son dos sort son grand frère, Gyutaro, une créature émaciée au faux de sang empoisonné, et la vérité tombe. La lune supérieure 6, c'est eux. 2 démons dans un seul rang, 2 nuques à trancher simultanément pour en finir. Frère et sœur, nés dans la boue de ce même quartier des décennies plus tôt, l'enfant percepteur difforme et battu, et sa petite sœur sublime brûlée vive par les adultes, transformés ensemble la nuit de leur mort. Le combat qui suit est le plus long et le plus intense de la série à ce stade, un déluge que beaucoup considèrent comme le sommet technique de l'animation télévisée mondiale. Tengen empoisonné combattant le poison au rythme de ses partitions de guerre, et son passé remonte au pire moment, l'ancien shinobi d'un clan mourant qui dressait ses enfants comme des armes, 9 frères et sœurs au départ, 7 tombés à l'entraînement ou en mission, et un Tengen qui a déserté cette maison de mort avec ses 3 épouses en se jurant une seule règle, leur vie avant la mission avant la sienne. Tanjiro au bord de la rupture, Nezuko déchaînant une forme démoniaque adulte qu'elle n'avait jamais montrée, cornes, lianes de sang et fureur,
au point de devenir elle-même le danger. Sa soif se réveille, elle échappe à tout contrôle, et la scène où Tanjiro parvient à l'apaiser est l'une des plus belles de la saison. Il la serre contre lui et lui chante la berceuse que leur mère chantait, jusqu'à ce que la démone géante redevienne une petite sœur endormie. Et le double coup final, Zenitsu et Inosuke sur la nuque de Daki, Tanjiro sur celle de Gyutaro, les deux têtes roulant dans la même seconde. Et l'épilogue, dans les décombres en feu, les deux têtes coupées qui se disputent une dernière fois, elle qui le renie, lui qui regrette de l'avoir entraîné dans sa nuit, avant que le frère ne porte sa sœur sur son dos, comme au temps où ils étaient humains, pour marcher ensemble dans les flammes de l'au-delà. Demon Slayer et sa signature. Même ces monstres meurent en famille. Bilan de l'arc. Une lune supérieure éliminée. La première depuis plus d'un siècle. Tengen à la retraite, un bras et un œil en moins, et une information capitale. Le plafond de verre est brisé. L'élite de Muzan n'est plus intouchable. Dans le repère du grand méchant, la nouvelle de la mort de Gyutaro déclenche d'ailleurs une scène de pure terreur managériale. La réunion des lunes supérieures au grand complet dans le château de l'infini, notre première visite des lieux. Et le contraste est délicieux. Chez les pourfendeurs, les réunions de piliers sont des débats houleux entre égaux. Chez les démons, c'est une inspection de laboratoire. Muzan méprisant ses propres élites, leur rappelant qu'elles n'ont ni retrouvé le lys bleu, ni tué un seul Ubuyashiki en un siècle, et lisant leurs pensées à livre ouvert, car Muzan lit dans l'esprit de tous les démons issus de son sang. Les lunes inférieures, elles, avaient déjà connu la version terminale de ce management. Après la mort de Rui, Muzan les avait toutes convoquées et exécutées sur place, une par une, pour solde de leur médiocrité. À une seule exception, jugée digne d'une dernière chance et gratifiée d'une dose de sang frais. Cette exception s'appelait Enmu. Oui, le film du Train de l'Infini tout entier était l'entretien de la dernière chance d'un employé du mois. Et il l'a raté. On y découvre enfin le sommet du bestiaire, dont un moine géant aux 6 yeux, Kokushibo, lune supérieure 1, un sabreur en habit d'un autre siècle, dont le visage marqué rappelle étrangement quelqu'un dont on t'a déjà parlé, les fans auront noté les traits du portrait de Yorichi, et cette ressemblance est l'un des plus gros mystères en suspens de la saga. Et un homme aux yeux arc-en-ciel et au sourire permanent, Doma, lune supérieure 2, le plus dérangeant de tous. Garde ces deux-là dans un coin de ta tête. Direction ensuite le village caché des forgerons, le cœur logistique de l'armée, où Tanjiro part faire réparer son sabre auprès de son forgeron attitré, Otaru Aganezuka, un artiste colérique qui le poursuit au couteau à chaque lame ébréchée. Courez, c'est canon. Sur place, 2 piliers séjournent. Muichiro Tokito, pilier de la brume, 14 ans, prodige absolu devenu pilier en 2 mois d'entraînement, mais amnésique et si détaché du monde qu'il semble flotter en permanence dans ses propres nuages. Et Mitsuri Kanroji, pilier de l'amour, tresses roses et vertes, force musculaire 8 fois supérieure à la normale, cachée dans un corps souple, gentillesse dévorante, et un style au sabre-fouet unique au monde. Et le village cache un trésor qui relie tout. Un mannequin d'entraînement mécanique vieux de 3 siècles, une poupée de combat à 6 bras nommée Yorichi Type 0, construite du vivant du légendaire sabreur pour copier ses mouvements, et dont on murmure qu'il a fallu 6 bras parce que 2 ne suffisaient pas à reproduire l'original. Tanjiro s'entraîne contre la relique jusqu'à la briser, et dans le torse fendu du mannequin dort une lame oubliée depuis 300 ans, rongée de rouille. Son irascible forgeron Aganezuka s'enferme pour la restaurer, refuse qu'on le dérange même pendant l'attaque démoniaque qui arrive, poli sous les blessures sans lever les yeux, et le sabre qui sort de ses mains, gravé d'un idéogramme d'extermination par un forgeron d'un autre âge, devient la nouvelle lame de Tanjiro. Le garçon qui danse la danse du dieu du feu se bat désormais avec un sabre de l'époque de Yorichi. Les symboles s'alignent. Et le village, l'endroit le plus secret du Japon, se fait attaquer. 2 lunes supérieures en même temps. Gyoko, lune 5, un esthète répugnant vivant dans des vases, qui transforme les forgerons en œuvres d'art, et Antengu, lune 4, un vieillard minuscule et terrorisé dont le pouvoir rend fou. Chaque fois qu'on le tranche, il se divise en incarnations de ses émotions. La colère, la joie, la tristesse, la haine, chacune étant un monstre de niveau lune supérieure. Tranchez-en un, il en sort 2. L'arc est une guerre totale. Muichiro, piégé par Gyoko, retrouve la mémoire au bord de la mort, et son passé explique enfin le brouillard permanent. Un frère jumeau, Yuichiro, dur et amer, mort dans ses bras lors d'une attaque de démon, et un cerveau qui a préféré tout effacer plutôt que de vivre avec. De souvenirs revenus, le gamin de 14 ans éveille sa marque et exécute sa lune supérieure avec une froideur magnifique.
Mitsuri s'interpose contre l'incarnation la plus monstrueuse de Antengu, et elle aussi mérite sa minute. La jeune fille née avec une force de 8 hommes et des cheveux roses et verts, rejetée par un fiancé horrifié qui a passé des années à se teindre, se sous-alimenter et jouer la faible pour être aimable, avant de rejoindre une armée où sa monstruosité est enfin une qualité, et de devenir le pilier le plus sincèrement heureux du casting. Genya Shinazugawa, le petit frère du pilier du vent, un garçon incapable d'utiliser les respirations qui compense en dévorant de la chair de démon pour se transformer temporairement, révèle son secret et son rêve déchirant, être reconnu par son frère. Et Tanjiro comprend que le vrai corps de Antengu n'est dans aucune des incarnations géantes, mais dans un cœur minuscule qui fuit en se cachant. La lâcheté à l'état pur qui refuse de payer pour des décennies de victimes en pleurnichant qu'il est innocent. Et c'est là, à la toute fin de la course-poursuite, que la série joue le coup le plus important de toute son intrigue. L'aube se lève, Nezuko est dehors. Tanjiro doit choisir en une seconde entre rattraper Antengu qui s'enfuit avec des otages en vue et sauver sa sœur du soleil. Nezuko, de ses dernières forces, le pousse elle-même vers le démon. Il tranche la nuque en pleurant, se retourne et voit sa sœur brûler dans la lumière du matin. Puis la lumière passe, et Nezuko est toujours là, debout, dans le soleil, souriante et qui articule ses premiers mots depuis des années. Nezuko a vaincu le soleil, la seule et unique démone de l'histoire à avoir accompli ce que Muzan cherche depuis 1000 ans. Et à l'autre bout du Japon, dans la seconde où l'information circule, tout l'échiquier de la série se retourne. Muzan n'a plus besoin du lys araignée bleu. Le remède à sa faiblesse existe, il marche, il respire, et il voyage dans une boîte en bois sur le dos d'un adolescent. La proie devient l'obsession. Toutes les forces démoniaques du Japon n'ont plus qu'une seule cible, capturer Nezuko Kamado et la dévorer. Le compte à rebours final de la série vient de s'enclencher. Face à la tempête qui arrive, l'armée fait la seule chose sensée, se préparer à la guerre totale. Et la réunion des piliers qui ouvre cette période pose sur la table le sujet qui va hanter toute la fin de la saga, la marque. Pendant la bataille du village des forgerons, Tanjiro, Muichiro et Mitsuri ont vu apparaître sur leur peau une marque étrange, semblable à une flamme ou à un motif tribal, qui démultiplie les capacités physiques au-delà de toute logique. Les archives de l'armée sont formelles. À l'époque de Yoriichi, la génération de sabreurs qui a acculé Muzan portait tous cette marque, et elle se transmet comme une résonance, le premier marqué éveillant les autres. La méthode pour la déclencher est une folie médicale, un cœur au-delà de 200 pulsations et une fièvre à faire fondre un thermomètre, en plein combat à mort. Et il y a un prix, que l'ancien registre chuchote et qu'on te donne comme la série le donne. Sans exception connue, les porteurs de la marque meurent avant leur 25e année. La flamme qui brûle 2 fois plus fort brûle 2 fois moins longtemps. Les piliers écoutent le tarif, se regardent et acceptent à l'unanimité de chercher l'éveil. Voilà le ton de la dernière ligne droite. C'est l'arc de l'entraînement des piliers, le plus court et le plus calme de la série, la grande respiration avant l'apocalypse. Et il fonctionne comme une tournée d'adieu dont personne ne prononce le nom. Tous les pourfendeurs passent le pilier en pilier, chacun tenant un camp d'entraînement dans sa spécialité, et la série en profite pour ouvrir enfin tous ses personnages. On s'entraîne chez le pilier du serpent, Obanai Iguro, et chez le pilier de la pierre, Gyomei Imejima, le colosse aveugle au chapelet, l'homme le plus fort de toute l'armée, dont l'histoire, fausse accusation, enfant trahi, prière et larmes permanentes, est l'une des plus injustes du casting. On découvre pourquoi Sanemi, le pilier du vent qui s'était tailladé le bras au procès, est les démons d'une haine si totale. Et l'histoire de sa mère est de celle qu'on ne raconte pas 2 fois. Et pourquoi il repousse si brutalement son petit frère Genya. Le dernier cadeau qu'un grand frère détruit peut faire, c'est d'empêcher le cadet de le suivre dans cette guerre. Et une décision capitale se prend en coulisses. Nezuko ne participera pas à la bataille qui vient. Tamayo, la démone médecin, a mis au point à partir de son sang, celui de la seule démone à avoir vaincu le soleil, un remède expérimental pour transformer un démon en humain. Et Nezuko, confiée à la garde du vieux maître Urokodaki loin du front, l'a reçu. Quand le sol s'ouvrira, la petite sœur pour qui toute cette histoire a commencé sera à des kilomètres, en train de redevenir humaine, cellule par cellule, pendant que son frère plonge dans la gueule du monstre. Retiens ça pour le château. Tanjiro s'y bat sans elle, pour la première fois depuis la première neige. Et pendant que les sabres se croisent, 2 scènes préparent la fin. Giyu Tomioka, notre homme du premier jour, refuse de participer, et Tanjiro découvre pourquoi. Giyu ne s'est jamais considéré comme un vrai pilier, parce qu'à sa propre sélection finale, il n'a survécu que parce qu'un autre candidat est mort en le protégeant. Sabito, le fantôme au masque de renard qui a entraîné Tanjiro. La série referme sa toute première boucle. Les 2 hommes portent le deuil du même garçon. Et Tanjiro, à force d'acharnement gentil, ramène le pilier de l'eau parmi les vivants. Et Muzan, de son côté, avance ses pions. Il cherche depuis toujours la cachette du maître Ubuyashiki, et il trouve le fil qui y mène. La nuit tombe alors sur la série, la dernière. Muzan Kibutsuji en personne se présente au domaine Ubuyashiki, face au patriarche mourant qui l'attendait, allongé, aveugle, serein. Et le face-à-face entre les 2 têtes de l'histoire millénaire est un pur duel de mots.
Ubuyashiki révèle le lien qui unit leur destin. Muzan est issu de la famille Ubuyashiki elle-même. Le monstre est né de leur sang. Et c'est pour expier cette faute que la lignée traque sa propre progéniture depuis 1000 ans, frappée de malédiction. Il lui annonce, avec une douceur de moine, que son rêve d'éternité est une impasse, parce que la seule chose éternelle, ce sont les sentiments humains, et que le sien, l'acharnement de 1000 ans à vouloir le détruire, lui survivra. Muzan répond ce que Muzan répond toujours. Et le patriarche joue son dernier coup. Lui, sa femme et 2 de ses filles se font exploser avec le domaine. Un piège suicidaire préparé de longue date pour blesser et désorienter le premier démon dans la seconde la plus critique. La déflagration ouvre la bataille finale. Tamayo, une démone médecin alliée des pourfendeurs dont on te doit la présentation éclair, 2 siècles de haine contre Muzan et un plan pharmaceutique secret, surgit dans la fumée et lui injecte son arme, un composé de vieillissement forcé. Gyomei attaque. Et Muzan, blessé, piégé, encerclé par tous les piliers et tous les pourfendeurs convergeant vers le domaine en flammes, déclenche l'arme absolue. Le sol s'ouvre sous les pieds de l'armée entière, et tout le monde tombe. Il tombe dans le château de l'infini, la forteresse de poche de Muzan, une dimension intérieure faite de salles japonaises infinies, empilées, inclinées, inversées, un écheur de bois et de lanternes dont chaque recoin obéit à une démone biwa qui reconfigure l'espace d'un accord de cordes. Toute l'armée des pourfendeurs, piliers en tête, larguée en chute libre dans le terrier du monstre, où l'attendent les lunes supérieures. Et pour la première fois depuis la nuit de neige, il n'y a pas de boîte en bois sur le dos de Tanjiro. La sœur est ailleurs, en train de redevenir humaine, et le frère tombe seul. C'est le cliffhanger sur lequel la 4e saison s'achève, et c'est ici, très exactement ici, que commence le film que la planète entière vient de voir. Alors on marque la pause promise. Ce qui suit raconte le film Le Château de l'Infini, le premier d'une trilogie qui conclura la saga. Si tu veux le découvrir vierge, c'est le moment de sauter au chapitre suivant. La frise finale t'attend. Pour les autres, descendons. Le film s'ouvre sur la chute, un plan séquence vertigineux devenu instantanément culte. L'armée entière dégringolant à travers des salles infinies pendant que la maîtresse des lieux, Nakime, la démone au biwa, un œil unique sous une cascade de cheveux, réarrange l'architecture note après note, séparant méthodiquement les alliés, ouvrant des gouffres sous les groupes, livrant chaque proie à son prédateur désigné. C'est le piège parfait, un champ de bataille qui obéit au camp d'en face. Le film éclate immédiatement l'armée en petits groupes à travers la forteresse, et son génie est d'avoir transformé chaque grande confrontation en règlement de comptes intimes. Premier rendez-vous, Shinobu Kocho, le pilier de l'insecte au sourire permanent, croise la route de Doma, lune supérieure 2, le gourou aux yeux arc-en-ciel qui dirige une secte religieuse où il dévore ses propres fidèles en leur promettant le paradis. Et le sourire de Shinobu prend enfin tout son sens. C'est Doma qui a tué sa grande sœur, la femme la plus douce du monde. Et le sourire que Shinobu porte depuis le début de la série est celui de sa sœur, greffé sur un océan de rage. Le duel est une tragédie annoncée. Shinobu est physiquement la plus faible des piliers. Doma est le sommet de la hiérarchie, un être né sans la moindre émotion qui a passé sa vie humaine puis démoniaque à imiter la compassion sans jamais la ressentir. Persuadé de rendre service aux fidèles qu'il dévore en abrégeant leur souffrance, le nihilisme fait gourou. Et elle le sait, et elle y va quand même. Et elle injecte, estoc après estoc, des doses de poison qui ne suffisent pas. Et le film lui offre l'une des morts les plus déchirantes de la saga, sous les yeux de Kanao, sa protégée à la pièce, arrivée juste assez tôt pour voir et juste trop tard pour agir. Mais Shinobu Kocho ne perd pas comme tout le monde. Sa mort elle-même était le plan, préparé de longue date avec Kanao précisément, et Doma, en la dévorant, avale la surprise. On n'en dit pas plus, la suite appartient au prochain film, mais retiens la leçon, le papillon a piqué en mourant. Deuxième rendez-vous, Zenitsu, notre pleurnicheur foudroyant, a reçu avant la bataille une lettre qui l'a changé, et le film nous apprend quoi ? Son maître bien-aimé, l'ancien pilier de la foudre qu'il a recueilli et formé, s'est fait seppuku, par honte. Parce que son autre disciple, l'aîné, le prodige, celui que Zenitsu a toujours regardé d'en bas, a fait l'impensable, devenir un démon pour survivre. Et il est là, dans le château. Kaigaku, nouvelle lune supérieure 6, le frère de Dojo devenu monstre. Le duel des héritiers de la foudre est le plus personnel du film. Le lâche qui n'a jamais su apprendre qu'une seule forme contre le génie qui les maîtrisait toutes sauf la première. Et Zenitsu, pour l'occasion, dévoile ce que des années de polissage d'une unique technique ont enfanté. Une 7e forme de la foudre, créée par lui seul, qui n'existait pas avant lui. Un seul éclair. Débat clos entre les 2 élèves, et adieu au maître, dans une des plus belles scènes du film. Et puis il y a le 3e rendez-vous, celui que la série prépare depuis le train de l'infini. Tanjiro et Giyu Tomioka, le pilier de l'eau du premier jour, côte à côte au fond du château, face à une silhouette compacte aux cheveux roses. Akaza, lune supérieure 3, l'assassin de Rengoku. Le combat qui suit est la pièce maîtresse du film,
considéré par beaucoup comme le plus beau duel jamais animé. Mais sa vraie puissance n'est pas dans les coups, elle est dans ce que le film choisit de nous montrer au milieu du combat. L'histoire d'Akaza, l'humain qu'il a été. Un garçon des bas-fonds nommé Akuji, qui volait pour payer les médicaments d'un père mourant. Un père qui s'est pendu de honte en suppliant son fils de vivre honnêtement. Un maître d'arts martiaux qui l'a recueilli, une fiancée douce, Koyuki, qu'il a soignée et aimée, une vie reconstruite morceau par morceau. Et un puits empoisonné par un dojo rival, qui a tout effacé en une nuit. Akuji a massacré les responsables à main nue, puis a croisé Muzan, et a accepté l'oubli. Parce que c'est ça, le secret d'Akaza. Le démon obsédé par la force, qui ne mange que des hommes et jamais une femme sans savoir pourquoi. Qui cherche l'adversaire parfait sans savoir pourquoi. Est un amnésique qui tourne en rond autour d'un trou dans son cœur. Le duel bascule quand Tanjiro atteint un état que son père mourant maîtrisait autrefois. Le monde transparent. Une perception si totale de l'adversaire qu'on voit ses muscles et ses intentions comme à travers du verre, doublée de la leçon ultime du vieux Kamado. Effacer sa propre présence, son envie de vaincre, sa rage, tout ce qu'Akaza sait détecter. Un sabreur sans intention meurtrière devient invisible pour un démon qui ne lit que la soif de sang. Et pendant ce temps, Giyu, poussé dans ses derniers retranchements, éveille à son tour la marque des anciens. La fin du combat, on te la laisse, parce qu'elle n'appartient qu'à ce film. Disons seulement qu'Akaza est le premier démon de toute la saga à être vaincu 2 fois dans le même combat, une fois par ses adversaires et une fois par lui-même, et que la petite fiancée au kimono l'attendait depuis 100 ans de l'autre côté. Le règlement de compte promis au train de l'infini est soldé, et le Japon entier est ressorti des salles en larmes, pour la 2e fois en une saga. Voilà où en est l'histoire aujourd'hui, à l'heure où cette vidéo sort. Le premier film de la trilogie s'achève au cœur du château. La bataille finale est loin d'être finie. Il reste des lunes au sommet, un moine à 6 yeux dont le visage rappelle furieusement le portrait d'un certain génie du passé, un gourou qui digère une surprise, un maître des lieux tapi au centre de sa toile, et une aube qui, quelque part au-dessus de la forteresse, finira bien par se lever. 2 films restent à venir pour conclure. Et si tu veux notre lecture de pourquoi cette saga écrase tous les records, elle tient en 2 étages. L'étage industriel d'abord. Demon Slayer est l'histoire d'une rencontre parfaite entre un manga au découpage limpide et le studio Ufotable, un studio qui traite chaque épisode de télévision comme un film de cinéma, effet numérique fondu dans le dessin à la main, et qui a inventé avec le train de l'infini un modèle économique nouveau, la suite directe de la série diffusée en salle, transformant chaque étape du récit en événement mondial. Le public suit la série chez lui et paie son billet pour la suite. Et chaque record de billetterie fait exploser l'audience de la saison suivante. Une boucle que toute l'industrie de l'animation copie désormais. Et puis il y a l'étage qui nous intéresse vraiment. Demon Slayer est une série de combats où aucun combat n'est gagné par la force. Tous sont gagnés par le deuil. Chaque démon est une tragédie à désamorcer. Chaque victoire coûte quelqu'un. Et le héros est un garçon dont le super pouvoir réel n'est ni son sabre ni sa danse du feu. C'est qu'il pleure aussi ce qu'il tue. Dans un genre saturé de cris et de niveaux de puissance, la saga a gagné en pariant sur la chose la plus simple du monde. Faire aimer ses personnages avant de les faire mourir au ralenti, dans la plus belle animation jamais produite. Allez, toute l'histoire d'un seul trait, pour tout remettre dans l'ordre avant de se quitter. Un empire de démons vieux de 1000 ans, né d'un remède qui a trop bien marché. Un sabreur légendaire au visage marqué qui a failli tout arrêter il y a des siècles et dont la technique survit cachée dans une danse familiale. Une nuit de neige, une famille massacrée, une petite sœur transformée, un frère qui refuse de choisir entre son deuil et son amour. Un pilier qui range son sabre, un masque de Tengu, un rocher tranché, une sélection mortelle. Un sabre noir, un pleurnicheur qui foudroie en dormant, un homme sanglier. Une montagne d'araignées, une danse du dieu du feu ressuscité, un procès, 9 piliers. Un train qui dévore ses passagers, un rêve dont on s'évade en se tranchant la gorge, et une flamme qui s'éteint à l'aube en souriant, face à un point rose venu du podium des monstres. Un quartier de plaisir et 2 nuques pour une seule lune. Un village de forgerons, un mannequin à 6 bras, un sabre rouillé de 300 ans, 2 lunes supérieures en une nuit, et une démone debout dans le soleil du matin, qui rebat toutes les cartes. Une marque ancienne qui s'éveille de sabreur en sabreur, avec une facture à 25 ans. Un entraînement d'adieu, une petite sœur confiée à un remède et à un vieux maître, un patriarche qui se change en bombe, un sol qui s'ouvre. Et un château infini, où les additions de toute une série se paient une par une. Le papillon, l'éclair et le point du train de l'infini. La suite au prochain film. Et nous, on y sera. Et voilà, tu es à jour sur toute l'histoire de Demon Slayer. Du charbon de la première neige aux salles infinies du château. Si ce récap t'a plu, abonne-toi, c'est gratuit et ça nous aide énormément à préparer les suivants. Le récap complet à jour dès la sortie du 2e film, c'est ici que ça se passera. En attendant, le grand débat est ouvert en commentaire. Ton pilier préféré ? Nous, on a un faible pour la flamme, évidemment. Et si tu veux enchaîner, notre récap de l'attaque des titans et tous nos autres univers t'attendent juste ici. Allez, à très vite dans la boîte à récap.